toutes ces techniques de médecine esthétique qui étaient destinées au quadra, au quinquat, au sexa, on les détourne pour traiter des personnes de 18 ans qui finalement, avec ces traitements pour rajeunir, vont au contraire vieillir plutôt que rajeunir. Imaginez ces petits jeunes là qui ont 18, parfois 16 ans, qui commencent avec des injections au niveau des lèvres, qui finissent par des facettes en porcelaine. Ça va aboutir à des catastrophes sanitaires sans limite. AVS avec Philippe Robichon. AVS, à votre santé, à votre sourire, à votre silhouette. On va parler d'une nouvelle mode, la mode des dents de requin, des bouches de canard et des dangers santé qui ont été justement créés par les modes des réseaux sociaux. Alors j'ai invité deux docteurs, deux professionnels de santé ce matin, le docteur Thierry Aboudaram. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes chirurgien plasticien et esthétique et réparateur. Oui, exactement. C'est vrai que c'est une spécialité multiple. L'esthétique se nourrit de la chirurgie réparatrice et la chirurgie réparatrice se nourrit de l'esthétique. C'est pour ça que j'ai rajouté réparateur. Oui, en fait. C'est important. Il faut qu'on applique même à la chirurgie réparatrice les principes de l'esthétique et aller toujours, même en réparatrice, vers le plus beau possible. D'ailleurs, on met toujours la chirurgie esthétique au singulier alors qu'on devrait le mettre au pluriel finalement. On devrait dire les chirurgies esthétiques. C'est complètement vrai puisque comme ça touche toutes les parties du corps, effectivement, il y a de très nombreuses interventions différentes, certaines nécessitant des acteurs plus spécialisés, notamment chirurgie réparatrice. Le docteur Alain Hamzala est avec nous. Bonjour doc. Bonjour. Ravi de vous retrouver, chirurgien dentiste. Vous êtes co-auteur du livre « Et si votre dentiste pouvait vous sauver la vie » aux éditions Hugo Doc. Alors on va parler de cette nouvelle mode qui a été alors ou pas influencée par les réseaux sociaux. Ça a commencé par les dents et puis il y a eu beaucoup de choses. J'aimerais déjà qu'on définisse les termes. Qu'est-ce qu'on appelle la chirurgie esthétique, la médecine esthétique et la dentisterie esthétique? Alors, qui commence? Thierry. Bien, alors, en réalité, la véritable spécialité reconnue par le Conseil de l'Ordre et par les instances, c'est la chirurgie esthétique. Il n'y a pas de définition absolument légale de la médecine esthétique qui n'est pas franchement reconnue par le Conseil de l'Ordre des médecins, par exemple. Mais la chirurgie esthétique est donc un acte qui va se dérouler dans un bloc opératoire, éventuellement avec un anesthésiste, et c'est une intervention plus lourde. Mais dans le temps, il y a 30 ans, il n'y avait que de la chirurgie esthétique. Avec l'évolution des produits qu'on nous a proposés, les actes de médecine esthétique sont devenus même plus importants en nombre que les actes de chirurgie esthétique. Et ce sont donc des actes qui consistent essentiellement à faire des injections au niveau surtout du visage, mais aussi du reste du corps, dans les seins, dans les fesses. Dans le nez. Dans le nez. Très à la mode, le nez en ce moment, sur les réseaux. C'est vrai, On en parlera tout à l'heure. Bien sûr. Mais alors pourquoi ça s'appelle médecine esthétique? Alors la médecine esthétique, en fait, elle est faite elle est faite bien sûr par les chirurgiens esthétiques, dont c'est une grande partie de la formation universitaire, mais elle est faite aussi par des dermatologues qui ne sont pas des chirurgiens. Elle est faite aussi par des gens qui ont passé un diplôme de médecine esthétique, dont ce ne sont pas des chirurgiens. Ça se passe dans un cabinet médical. Par exemple, une esthéticienne, est-ce qu'elle pourrait le faire? Absolument pas. Et on a d'ailleurs un très grand... Enfin, elles le font aujourd'hui. Exactement. Et c'est un énorme problème. Et d'ailleurs, la Haute Autorité de Santé nous demande de faire des signalements systématiques des actes réalisés par des esthéticiennes. C'est absolument inimaginable. On ne sait absolument pas ce qu'elles injectent. Elles achètent des produits sur Internet, des produits qui n'ont pas forcément une norme. Elles n'ont aucun droit de faire un acte avec une effraction cutanée. Elles n'ont pas le droit d'injecter. Ce ne sont même pas des infirmières. Thierry, juste que tu signales, tu pointes un peu les risques médicaux, voire parfois irréversibles, de ces injections un peu sauvages. Bien sûr, tu as tout à fait raison, Alain. Pourquoi vous dites sauvages d'ailleurs? Sauvages parce qu'elles sont faites parfois dans des arrière-boutiques d'esthéticiennes qui n'ont absolument pas les compétences et cliniques et anatomiques pour utiliser ces produits qui sont absolument pas anodins, qui sont dangereux quand ils ne sont pas utilisés d'une manière professionnelle. Il y a eu une alerte qui a été faite, une alerte aux fake injectors, qu'on appelle ça, les faux injecteurs. C'est exactement ça. C'est un énorme problème. De nécrose. Voilà. Et donc, en réalité, à partir du moment où on va injecter un produit sous la peau, il y a sous la peau ce que ne connaissent absolument pas, l'anatomie. Je veux dire, les esthéticiennes n'ont aucune formation là-dedans. Ils peuvent, par exemple, piquer un vaisseau. Quand vous injectez un produit de comblement dans un vaisseau, le produit va partir dans le système sanguin, il va entraîner une nécrose cutanée. Il y a un morceau de la peau qui va mourir. Et donc, comme on injecte dans le visage, on peut avoir une nécrose d'une lèvre. Enfin, j'en ai vu. Et nous, dans notre spécialité,
C'est des mutilations, tout simplement. C'est des mutilations et on se doit après justement d'aller faire de la chirurgie réparatrice avec un résultat qui restera moyen. Et donc c'est vraiment, malheureusement, du fait des prix probablement inférieurs dans des instituts de beauté, puisque les gens n'ont aucune assurance, ils achètent des produits qui ne sont pas homologués, donc bien sûr ils ont des coûts de revient moins chers. Et donc cette dérive est pour nous très problématique. Nous, on a des règles d'éthique, on a des règles déontologiques, on est extrêmement encadré, et je dirais que notre philosophie, c'est pas justement celle dont parlait prochainement, cette dérive des volumes excessifs. Mais est-ce que vous êtes en train de justement protéger votre business quand vous dites ça? On est vraiment uniquement dans un cadre légal qui est extrêmement strict. Comment permettre à un non-médecin de faire un acte médical? C'est réellement pour les patients un énorme risque, au-delà de notre business. Il y a juste une véritable aberration qu'on vit aujourd'hui. Toutes ces techniques de médecine esthétique qui étaient normalement destinées au quadra, au quinca, au sexa, et même voire aux seniors, on les détourne pour traiter des personnes de 18 ans, qui finalement, avec ces traitements pour rajeunir, vont au contraire vieillir plutôt que rajeunir, parce qu'on ne pourra même plus leur donner d'âge. Imaginez ces petits jeunes là qui ont 18, parfois 16 ans, qui commencent avec des injections au niveau des lèvres, qui finissent par des facettes en porcelaine. Mais ça va aboutir à des catastrophes sanitaires, mais sans limite. Ça veut dire que quand on a 16 ans, on ne pense pas qu'un jour on va vieillir. Mais ça devient compulsif. C'est-à-dire on commence à 17 ans, 16 ans, 18 ans. On veut de plus en plus d'injections. Arrivé à 20 ans, ça va être de la chirurgie esthétique. Et de proche en proche comme ça, on va arriver à des Bogdanov qui vont circuler dans la vie. En général, ces techniques sont coûteuses. Ces techniques esthétiques étaient à la limite l'apanage de la bourgeoisie libanaise ou des femmes d'oligarques russes. Et là, ça arrive au Brésil. Alors au Brésil, tout le monde était plus ou moins touché d'un peu partout. Et là, ça arrive aux ados. Et aussi bien pour ces injections que pour même parfois la chirurgie esthétique ou les facettes ou les blanchiments ou tout le reste, ça se fait en Turquie, c'est délocalisé. C'est-à-dire que ça devient accessible même financièrement. Dans des conditions sanitaires, je ne vous raconte même pas. On va expliquer parce qu'on a le temps. Vous avez avancé un chiffre, vous avez dit 16 ans, 18 ans. Vous, ça fait, on va dire, 20, 25 ans que vous êtes implanté, que vous avez malheureusement plus une patientèle, mais j'ai ajouté taxes. Hélas. Bon. Mais vous avez vu des gens de 16 ans, 18 ans qui sont venus vous voir Oui, j'en ai vu, bien sûr. Alors maintenant, c'est aussi mon rôle de médecin de savoir dire non. C'est-à-dire que mais qu'est-ce qu'on vous demande quand on a 16 ou 18 ans? Quand on a 16 ans, 18 ans, effectivement, on parle essentiellement en médecine esthétique, c'est un désir d'augmentation du volume, par exemple, de la bouche. C'est vraiment la première demande. Maintenant, dans toute mon activité, on a également des demandes de prothèse mammaire ou de liposuction ou de réduction mammaire. Bien sûr, il y a des demandes qui sont parfaitement justifiées. Il y a des jeunes filles de 16 ans qui ont des énormes seins, qui en souffrent au quotidien, qui ont un vrai problème fonctionnel. Alors 16 ans, c'est un peu tôt, mais à 18 ans, on va les opérer et sans arrière-pensée, parce qu'il y a une vraie gêne et c'est une vraie réalité médicale. Mais aller injecter des lèvres à une jeune fille de 16 ans, la réponse est non. La consultation, elle dure 5 minutes. Voilà. Quand vous dites la réponse est non, est-ce que ça veut dire que c'est médicalement pas autorisé ou c'est vous qui déontologiquement ne voulez pas le faire? Éthiquement et déontologiquement. Alors voilà, pour répondre légalement, la médecine... En France, il n'y a pas une vraie limite d'âge pour la chirurgie esthétique. En Allemagne, par exemple, il est interdit de faire de la chirurgie esthétique à des mineurs. Disons qu'en France, on n'a pas cette règle. On se rappelle quand même entre nous que, après tout, on fait des oreilles décollées aux enfants de 7 ans. Ça reste de la chirurgie esthétique, c'est vrai. C'est intéressant. Mais éthiquement, il n'est pas question d'aller faire des injections dans les lèvres d'une jeune fille de 16 ans. Maintenant, il faut savoir aussi que les injections peuvent avoir comme conséquence, par exemple, de régler un problème. On peut imaginer une patiente qui aurait une asymétrie importante entre le côté droit et le côté gauche, une disharmonie entre la lèvre supérieure et la lèvre inférieure, une anomalie dentaire qui fait que les lèvres ne sont pas adaptées, et peut-être, alors ça ne m'est jamais arrivé de faire à 16 ans, mais il faut rester avec l'esprit ouvert. Il faut écouter les gens, il faut écouter leurs problèmes. Alors, il y a aussi parfois des problèmes de nez importants qui sont en relation avec la bouche, des rhinoplasties qui sont justifiées quand même. Il ne faut pas tout non plus. Alors, à partir de quel âge on peut faire une rhinoplastie ?
Alors voilà, Ça, non, mais et d'ailleurs c'est très intéressant parce que quand je fais des rhinoplasties, il m'arrive très souvent de demander l'avis du docteur Hamzalag. On en a parlé souvent ensemble. Voilà, faire un petit nez quand on a des très grandes dents ou l'inverse, c'est un vrai problème. Et ce travail qu'on fait ensemble est souvent absolument passionnant dans l'analyse, la topographie, la cartographie qu'on fait du visage. Pour l'harmonie finalement. L'harmonie. Ouais. Le simple fait de changer un des éléments du visage, mais déséquilibre complètement. Et en fait, nous travaillons sur la bouche et les dents qui devient un objet du désir. Mais et je pense qu'on peut aussi parler. Pourquoi ce gonflement? Est-ce que c'est une érotisation de la bouche? L'érotisation de la bouche, mais c'est exactement ça. Mais avec, je pense, une erreur d'après, enfin, pour moi, des patients qui ont ce souhait sous-jacent. Je suis pas sûr que ça rassure les garçons. Je pense que ça les inquiète, et je pense que ça, pour certaines filles, ça donne un mauvais genre qui n'est pas forcément sexy, d'après moi. Bon, en tout cas, nous, ce matin, on est là pour alerter sur les dangers sur la santé. Et c'est ça qui est important. Parce qu'après, les raisons pour lesquelles les gens les font, ça les regarde. Vous voyez, on n'est pas là pour juger si c'est bien ou pas bien. Mais c'est aussi notre rôle de conseil. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Le rôle d'un médecin, si vous venez me demander un traitement absurde, je vais vous le refuser. Même si vous pensez que ça va être bien pour vous. Voilà. Sur ces filles de 16 ans, 18 ans que vous avez vues au cabinet, elles sont venues avec leurs parents ? Alors, en réalité, c'est vrai que 16 ans, oui. 16 ans, oui. Elles viennent avec leurs parents et souvent, elles les traînent derrière eux. Et en général, c'est toujours leur mère. Et en général, il y a une relation qui a peut-être été un peu conflictuelle entre les deux. La mère vient, en général, elle est silencieuse. Elle assiste, elle me regarde, elle me lance un ou deux regards peut-être un peu désespérés, avec l'espoir que moi qui suis l'homme, qui suis le père de substitution dans ce cas-là, je vais pouvoir dire non. Ouais. Mais si vous dites non, finalement, la gamine, c'est pas là qu'elle va avoir recours à justement... vous dites non, vous êtes un professionnel, donc qu'est-ce qu'elle va faire ? On m'a refusé, je vais quand même le faire. Je vais aller voir l'esthéticienne qui va accepter, la copine qui fait la réunion de Tupperware chez elle. Je vais juste vous raconter une toute petite anecdote, je vais faire courte, qui illustre complètement ce que vous voulez dire. J'avais soigné une gamine qui avait eu un traitement orthodontie, je l'ai connue à 5 ans, 6 ans, je l'ai vue à tous les âges. Elle vient me voir, elle portait le masque, c'était en la période post-Covid, et elle garde son masque, elle me dit, je voudrais avoir des facettes. Je dis, mais tu ne peux pas avoir des facettes. Tu as un traitement d'orthodontie qui a été fait, qui t'a fait un sourire absolument magnifique. Et donc là, elle insiste. Et là, juste pour la rassurer, je lui demande de retirer le masque. Elle accompagnait sa maman. C'était pas l'inverse. Et là, qu'est-ce que je vois? Mais quelque chose de brutal peut-être, mais de monstrueux. Elle s'était fait gonfler les lèvres, mais d'une manière tellement excessive qu'on ne voyait plus les dents. Donc pour elle, il fallait faire des couronnes ou des facettes sur ses dents. Elle avait 16 ans et demi. Bien évidemment que j'ai refusé. Elle a attendu un petit peu et elle est allée en Turquie se faire des choses mais absolument monstrueuses qui peut-être vont lui faire perdre ses dents plus tard. Et probablement. Voilà, c'est tout ça pour expliquer le côté mais aberrant. Alors là, on n'a pas assez parlé du rôle des influenceurs qui sont qui. Alors il y a sur TikTok, il y a aujourd'hui sur TikTok, sur Instagram, toute une série d'influenceuses déjà qui s'étaient fait retoucher, donc qui incarnaient une forme de réussite, de nouvelles normes physiques. Et puis aujourd'hui, maintenant, il y a tous les conseils et tous les tutos pour aller... définir des nouveaux canons de la beauté et de l'esthétique. On est en train de enfin, c'est juste inquiétant. Et c'est extrêmement juste. Donc cette interaction est très importante à décrire. Le problème du visage et le problème, par exemple, de la bouche, c'est que la bouche est une zone fondamentale, ne serait-ce que pour transmettre les émotions. Moi, je pense qu'à partir du moment où on ne peut plus transmettre nos émotions parce que notre bouche n'a plus sa mobilité normale, eh bien, ça crée un rapport aux autres qui est compliqué. Les autres ont une tendance à rejeter un visage qui va être figé, qui va être gonflé, qui devient inexpressif. Et donc, ce n'est pas beau. Alors, il y a 2 produits phares qu'on va peut-être expliquer. Il y a l'acide hyaluronique et ce qu'on appelle le baby botox. Alors, effectivement, les 2 produits fondamentaux sont d'abord l'acide hyaluronique, c'est du collagène, donc c'est un collagène de synthèse. Il faut savoir que dans la peau, un constituant essentiel du derme, c'est effectivement de l'acide hyaluronique. Notre corps en produit jusqu'à l'âge de 40 ans. À partir de 40 ans, on n'en produit plus. Et donc,
ce produit est fondamental dans le derme puisqu'il permet d'hydrater la peau. Et donc, on peut en apporter par injection dans les endroits spécifiques qui nous intéressent. Le Botox... C'est-à-dire que toutes les zones du corps, finalement, pourraient être... C'est assez vrai. Et d'ailleurs, au-delà de l'esthétique, c'est ça qui est intéressant, on injecte de l'acide hyaluronique dans des articulations. Les orthopédistes font ça quand on a de l'arthrose. Et donc, c'est un produit qui est injecté effectivement partout. Le Botox donc l'acide hyaluronique a un effet volumateur et hydratant avec 2 composantes. On utilise des fois que l'effet hydratant, par exemple dans des skin boosters, dans le fait de redonner de l'hydratation de la peau, et des fois on utilise un effet volumateur pour remplir les lèvres, les sillons nasogéniens, les plis d'amertume. Ce qu'on met dans les lèvres, c'est ça. C'est de l'acide hyaluronique. C'est pas du Botox. Pas du tout. Le Botox est un produit complètement différent. C'est une toxine qui est fabriquée par une bactérie, et c'est une toxine qui est responsable de la maladie qu'on appelait le botulisme, qui était une maladie mortelle. Bref, donc le Botox est utilisé pour bloquer la contraction musculaire. Elle bloque la transmission entre le nerf et le muscle, et donc elle paralyse le muscle, mais pendant une durée limitée, à peu près 4 mois. L'acide hyaluronique, lui, a une durée beaucoup plus longue, entre 4, 6 mois, 12 mois. Mais néanmoins, ces 2 produits, et c'est fondamental, ont un effet dans le temps qui est limité. Et tant mieux, c'est un gage de sécurité. À la limite, même la bouche trop grosse, mal faite, si on sait s'arrêter, elle reprendra son volume initial. Oui, mais Thierry, il y a une forme d'addiction. Bien sûr. Avec une approche quasi compulsive qui fait qu'on ne s'arrête jamais. Et on franchit à chaque fois un cran. Après, c'est la chirurgie esthétique. C'est ça le danger. Alors, on va vous expliquer ce qu'on appelle ces fameuses dents de requin dans un instant. Bon, les bouches de canard, vous avez plus ou moins une idée de à quoi on fait référence. Ce matin, le docteur Thierry Aboudaram, qui est chirurgien plasticien, esthétique et réparateur, est avec nous. Il est venu avec le docteur Alain Hamzalak, qui lui, chirurgien dentiste et co-auteur du livre « Et si votre dentiste pouvait vous sauver la vie » aux éditions Hugo. Vous travaillez ensemble depuis des années, vous êtes complémentaires. Nous, on est là ce matin pour parler des dérives santé, esthétique, je ne sais pas, mais santé, et expliquer à ceux qui ont recours à ces charlatans du monde esthétique, puisqu'il y en a beaucoup, ce qu'ils encourent d'un point de vue santé. Alors, il y a pas mal de nouvelles pratiques. Il y a les Russian Lips, la rhinoplastie médicale. Donc, alors ça, à ce qui paraît, c'est un des mots les plus cherchés en esthétique. C'est ce qu'on appelle la liquide rhinoplastie. Vous connaissez ça? Bien sûr, bien sûr. Le problème, c'est que donc les gens ont instinctivement peur de la chirurgie. Et donc, le problème est, par exemple, la petite bosse qu'on a sur le nez. Pour supprimer l'aspect d'une bosse sur le nez, la partie médiane du nez, il suffit, logiquement, d'injecter un petit peu de produit au-dessus et en dessous du nez. Si la bosse est petite, le résultat est remarquable. Et l'acide hyaluronique dans le nez, c'est un immense progrès. Mais si la bosse est grosse, on a un très mauvais résultat parce qu'on est obligé de trop augmenter le volume au-dessus et en dessous de la bosse, et donc on se retrouve avec un nez artificiel. Donc oui, c'est une bonne pratique pour des petites bosses, pour des petits défauts. On utilise aussi l'acide hyaluronique des fois, même pour corriger des imperfections comme des creux. Donc là, oui, c'est intéressant. On peut également lever un petit peu la pointe du nez en injectant en dessous. Donc oui, la rhinoplastie esthétique est un geste simple et parfois très utile. D'accord. Mais doit être pratiqué par... Bien sûr, par quelqu'un vraiment qui connaît l'anatomie, un chirurgien cervico-facial, un maxillofacial, un chirurgien esthétique ou un dermatologue, bien sûr. Mais sûrement pas sans connaître le contexte, parce qu'il y a de nombreuses artères dans le nez. Boucher une des artères du nez serait dramatique. Il y a d'autres opérations. Alors, le Fox Eyes, ça consiste à remonter les sourcils. Ça consiste les Kardashians, comme ça. Voilà. Alors, en fait, après, donc, on rentre dans tout le domaine des fils tenseurs. Alors, donc, c'est des fils qu'on va mettre sous la peau pour retendre la partie externe du sourcil, pour remonter au niveau de la tempe. En France, le Fox Eye n'est pas vraiment très pratiqué. Vous parliez tout à l'heure des Russian Lips. Donc, ça consiste effectivement à augmenter le volume de la lèvre. Pas forcément avec l'acide hyaluronique, il existe maintenant des implants qu'on va mettre, c'est une petite bande de silicone qu'on va mettre dans la lèvre et qui va augmenter le volume de la lèvre. C'est une pratique assez marginale, mais effectivement elle existe. D'accord, et alors cette bande de silicone, elle peut rester combien de temps? Alors, elle est normalement à vie. Les promoteurs de cette méthode vous disent que si vraiment il y avait une déception, un risque infectieux, parce qu'on peut aussi avoir, dans la mesure où c'est un corps étranger, un risque infectieux, on pourrait retirer cette petite bande de silicone. Bon, les premières lèvres dont on a vraiment parlé en France, ce sont les lèvres d'une célèbre actrice, Emmanuelle Béard. Elle avait eu recours à quoi? Ça, je m'adresse aux professionnels de la chirurgie esthétique. Bien entendu, je ne connais pas son dossier médical, donc je ne trahis rien, mais à l'époque, sans parler forcément de Madame Béard, il s'agissait d'injections de silicone. Le silicone
injecté à l'époque était une huile. Et bien sûr, ça a été complètement interdit parce qu'il s'agit d'un produit qui est non résorbable. C'est un produit qui a en plus donné un problème majeur, c'est-à-dire qu'au début, quand on l'injectait, c'était bien, effectivement, ça paraissait joli à tout le monde. Et avec le temps, il y avait des nodules fibreux qui apparaissaient dans les tissus injectés. Donc la lèvre devenait fibreuse, surtout totalement rigide, et donc plus du tout expressive. Et il y avait beaucoup de gens qui ont eu des injections de silicone, non seulement dans les seins, mais aussi dans les fesses. Moi, j'en ai vu dans les jambes. Et avec après, 10 ans, 15 ans après, des opérations dramatiques pour essayer de retirer cette huile qui avait diffusé partout. Et donc, vraiment, Dieu merci, on n'a plus ces produits. L'acide hyaluronique, je répète, est résorbable. Bien. Est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui un marché parallèle de l'esthétique en France, on va dire un marché clandestin ? Oui, c'est celui dont vous parliez tout à l'heure, le marché des esthéticiennes, et j'ose le dire également de certaines infirmières, fausse beaucoup la démarche. Vous voyez, quand je vois une patiente en consultation pour des injections, je fais une cartographie du visage. Je réfléchis zone par zone. Le volume que va nécessiter l'injection, le mode d'injection, parce qu'on n'injecte pas forcément qu'à l'aiguille, on peut aussi injecter avec une canule, et la quantité de produits qu'on va injecter. Les acides hyaluroniques, il y en a au moins une trentaine. Il m'a fallu 30 ans de ma vie, et encore j'apprends tous les jours sur où injecter, comment injecter et combien injecter. Donc une esthéticienne qui n'a aucune formation, c'est franchement dramatique. Et je répète, la loi le réprime. Pas que. Ces mêmes esthéticiennes font également d'une manière sauvage des blanchiments dentaires. Et là, on a vraiment parfois des désastres qui apparaissent, c'est-à-dire que ces produits utilisés sans les compétences et sans discernement peuvent aboutir à des nécroses du nerf des dents, une atteinte des gencives, et on voit des choses absolument pas possibles. Un blanchiment des dents, ce n'est absolument pas anodin, ça doit être réalisé par un praticien, et en général, avant de faire un blanchiment, il faut s'assurer d'un certain nombre de critères, que les dents soient saines, qu'il n'y ait pas de fêlure, qu'il n'y ait pas de problème de gencives, et ces produits de blanchiment qui sont utilisés toujours par les mêmes esthéticiennes, aboutissent à vraiment des catastrophes sanitaires. Quand vous dites praticien, parce que praticien, ça veut rien dire. Praticien, ça veut dire un dentiste, tout simplement. Ça veut dire dentiste, praticien ? Oui. Un chirurgien dentiste qui, lui, avant de faire ce blanchiment, va faire une radio panoramique, va faire un examen des dents et va vraiment vérifier que le patient ou la patiente soit candidat au blanchiment sans danger. Parce que très souvent, on peut refuser de faire un blanchiment parce qu'il y a un réel danger pour les dents, pour les gencives. Un acte médical esthétique, le sien, le mien, reste un acte médical. Et vraiment, on éviterait énormément de dérives en restant dans un cadre strict, déontologique, attentif, soigneux. Entre la patiente qui vient me voir en consultation et l'injection, je ne vais jamais la lui faire tout de suite. Il va y avoir un délai légal de 15 jours. Bien sûr qu'il n'est respecté. Mais est-ce que vous faites un test d'allergie ? J'en sais rien. Parce que... Vous avez tout à fait raison. Alors, les nouveaux produits d'acide hyaluronique ne sont quasiment plus allergisants. Mais dans le temps, moi, j'ai connu le collagène qu'on injectait. On faisait une injection sous la peau du bras. Et donc, on voyait, 6, 7, 8 jours après, il y avait une allergie. Donc, avec les nouveaux produits, on n'a plus, on peut jamais dire qu'il n'y a plus d'allergie, mais il y en a quasiment plus. On n'a plus ce problème. Mais effectivement, ça reste un acte avec des risques, avec des indications, et c'est notre rôle de professionnel de santé de poser les bonnes indications. Aujourd'hui, de plus en plus de celles et de ceux qui utilisent le Botox, le Baby Botox et l'acide hyaluronique l'utilisent à des fins de prévention de vieillissement. Bonne ou mauvaise idée ? Bonne idée. Parce qu'on disait tout à l'heure qu'il y a des acides hyaluroniques qui sont des hydratants. Et je crois que c'est une bonne idée de faire de la prévention en hydratant en permanence sa peau. Il existe des crèmes à l'acide hyaluronique. Malheureusement, pour être honnête, elles ne peuvent pas être efficaces. Les crèmes qu'on met en surface au niveau de la peau ne font qu'une chose, c'est hydrater la couche cornée de la peau. Et donc, en fait, elles ne peuvent pas rentrer en profondeur jusqu'au derme. À partir du moment où une crème va pénétrer en profondeur, ça devient un médicament. Et donc, ce qui n'est pas le cas des crèmes vendues, effectivement, en parapharmacie. Mais à partir de quel âge c'est efficace ? Alors, je pense qu'il faut juste recadrer. On a vécu, après le Covid, on a beaucoup fait de télétravail avec des Zooms, des Teams et des réunions. Et ce Zoom a eu un effet Zoom dans la mesure où on se voyait sur un écran avec une image pas flatteur du tout. Et là, ça a induit une demande en médecine esthétique, en dentisterie esthétique, que nous n'avons jamais connue. Mais là, en fait,
on utilise en fait toutes les techniques de soins, de médecine, de chirurgie, de dentisterie esthétique à des fins positives, bien évidemment. Il s'agit de personnes de 40, 50 ans, 60 ans qui veulent en fait réharmoniser. On essaye de prévenir, de ralentir le vieillissement, de rajeunir le visage. Et là, on rentre vraiment dans notre véritable domaine de compétences où on fait des choses positives. Mais là, vous dites 40 ans, mais aujourd'hui, les personnes qui utilisent le Botox et l'acide hyaluronique pour justement, je ne sais pas comment le prononcer, pour prévenir le vieillissement, ils n'ont pas 40 ans, hein. Mais on dénonçait tout à l'heure ces dérives-là. Donc là, c'est. Mais à partir de quel âge c'est efficace? C'est efficace. Alors, je disais tout à l'heure qu'à partir de 40 ans, on ne fabrique plus notre acide hyaluronique. Donc, effectivement, à partir de 40 ans, c'est très intéressant. Franchement, l'hydratation est fondamentale. Le Botox, par exemple, a un très bon effet préventif. Si vous laissez les muscles se contracter en permanence au niveau du front chez des gens qui ont une mimique très expressive, eh ben, ce mouvement musculaire va finir par casser la peau. Si le Botox est fait de façon raisonnable, on peut, chez ces gens-là, en diminuant le mouvement musculaire, protéger la peau et l'empêcher de faire des rides définitives, empêcher que la peau se casse. Et pareil, au niveau de l'hydratation du visage, si on hydrate régulièrement la peau, avec ces injections, c'est très positif. Mais enfin, c'est pas du tout le seul moyen d'empêcher de vieillir. Franchement, déjà, évitons le soleil. L'éviction solaire est fondamentale. Fumons moins. Le tabac, c'est dramatique pour la microcirculation. Ça rend un visage gris. Évitons un peu la pollution, le stress. Il existe énormément de facteurs qui vont empêcher la peau de vieillir. Moi, je vois la médecine esthétique dans un cadre global de la préservation de notre peau. J'ai vu quelque chose qui circulait sur Internet, c'est l'utilisation de la biafine comme crème de jour. Vous avez vu ça aussi? Il y a des gens qui ont plein d'inventions. Il y a plein d'inventions. Les infirmières... C'est pas la pire, ça. Non, c'est pas la pire. Et moi, je connais beaucoup d'infirmières dans les services de brûlés qui utilisent les crèmes qu'on utilise pour les brûler, pour les mettre sur leur visage. Bien sûr, ok. Une crème, c'est très bien, il faut en mettre, voilà, les hommes comme les femmes, c'est bien d'hydrater, mais je répète qu'on n'hydrate jamais que la couche cornée de la peau. Vous m'avez dit quelque chose que j'aime bien tout à l'heure, je me dis, à force de vouloir paraître plus jeune, on finit par paraître plus vieux. Est-ce que ça veut dire que si on traite finalement trop tôt, on se prive d'outils pour plus tard? Alors, moi, je vais juste... Docteur Hamzalag. Alors, nous avons un travail intimement lié entre parce que moi je travaille sur le bas du visage, mais ce bas du visage c'est une pièce essentielle, donc c'est l'étage inférieur. Effectivement, si je prends ma spécialité qui est étroitement liée à celle de Thierry, le fait de commencer à faire des facettes à l'âge de 18, 20 ans ou 30 ans, déjà on a commencé par agresser, un petit peu mutiler les dents parce que ces facettes ne sont pas du tout, ce sont des techniques qui sont agressives, ce qui veut dire que à l'âge de 40 ans, on passera à des couronnes en porcelaine, si c'est pas déjà fait, et de proche en proche comme ça, on pourra imaginer qu'un vieillissement dentaire prématuré avec encore plus tard des implants, et tout le monde n'a pas la possibilité. Donc finalement, en ce qui concerne ma spécialité, ça peut aboutir à un âge un peu plus avancé, qui n'est pas vieux, comme 40 ou 50 ans, à la perte de ses dents, tout simplement. C'est-à-dire que vous voyez à court terme, c'est-à-dire que si vous mettez des facettes, effectivement, vous aurez des dents blanches et larges très tôt. Et la pose de facettes n'est pas anodine. Alors moi, ce que je trouve absolument merveilleux, c'est ce miracle de l'orthodontie qui réaligne les dents. Il faut savoir une chose, c'est que les dents supportent en fait les tissus muqueux. C'est un petit peu la charpente du bas du visage. Et la manière dont le sourire est réordonné, réaligné, peut redynamiser le visage d'une manière absolument magnifique. Tout simplement. Donc moi, à la limite, j'encourage vraiment, vraiment les jeunes et les moins jeunes à découvrir les miracles de l'orthodontie. Avant les facettes. Puis un appareil dentaire, c'est bien finalement. Non, c'est vrai, on n'y pense pas assez. Non, mais l'orthodontie adulte, c'est très intéressant. Il y a une grande mode de l'orthodontie adulte. L'orthodontie adulte, d'accord, se fait aujourd'hui avec des gouttières magiques, c'est l'intelligence artificielle appliquée à l'orthodontie, et on va pas
quelqu'un qui fait un traitement d'orthodontie avec des bagues à 30 ou 40 ans, il met sa vie sociale et sexuelle et amoureuse en berne. Pas du tout avec les gouttières. On retire les gouttières pour faire l'amour, pour manger. Alors nous parlons de ces nouvelles pratiques beauté influencées par les réseaux sociaux et leur impact sur la santé. J'ai invité le docteur Alain Abzalak, qui est chirurgien dentiste et co-auteur du livre « Et si votre dentiste pouvait vous sauver la vie », qui est coécrit avec votre fils. Et puis le docteur Thierry Aboudaram est avec nous, chirurgien plasticien et esthétique et réparateur. Nous allons parler maintenant des facettes, puisque ces influenceurs font la promotion des facettes. Une facette, docteur Abzalak, c'est pas un procédé nouveau. Non. C'est pas du tout un procédé nouveau, mais c'est un procédé qu'on n'utilise pas chez des jeunes hommes, des jeunes filles de 18-20 ans. Mais pourquoi ? Parce que la pose d'une facette nous oblige à réduire une partie de la dent, donc à être un petit peu agressif, et on franchit un cap irréversible. Une fois que ces facettes sont posées, on a franchi un cran. Ça veut dire que l'étape d'après, ça va être la couronne. Et ces facettes, on les réalise en général plus tard dans la vie, à 30, 40, 50 ans, lorsque les dents ont été abîmées, lorsqu'elles ont été usées, ou qu'une personne de 40 ou 50 ans ne veut pas un traitement d'orthodontie et qu'on peut, grâce aux facettes, réordonner les dents. Mais on agit sur des patients adultes. Mais est-ce que c'est techniquement... quelqu'un une gamine de 20 ans qui vient vous voir, docteur, qui voudrait se faire poser des facettes, non. Est-ce que vous avez le droit de le faire ou pas ? Évidemment. Vous avez le droit, donc c'est pas interdit. On a le droit, sauf... Finalement, vous savez, à la limite, lorsqu'il y a une complication, et c'est peut-être pas mal d'ailleurs, on peut nous accuser de mutilation. Dans un procès, on peut nous accuser de mutilation. Et là, on peut être poursuivi au pénal. Donc ça, il faut le savoir. Donc, c'est-à-dire qu'un dentiste qui travaille chez un adulte jeune et s'il y a des complications après la pose de ces facettes, il est condamnable. Et à la limite, c'est très bien. Donc, cette pose de facettes, en plus, ce qui est un peu dommage, c'est qu'elles se font très souvent à l'étranger. Et que ces facettes, il faut le savoir, à l'étranger, sont réalisées par des ordinateurs. Par exemple, en Turquie, ils sont magnifiquement équipés au niveau des robots. Et finalement, ces facettes qui sont posées, ce sont les mêmes facettes, pratiquement, qui sont posées à tout le monde. Or, il faut savoir que la forme, la position des dents, c'est quelque chose d'extrêmement subtil, judicieux. La nature fait tellement bien les choses que la forme des dents du sourire est calée sur la forme de la bouche d'abord, la forme du nez, la forme des pommettes, les yeux. Quand on choisit, quand on fait de l'esthétique, de la véritable dentisterie esthétique, il faut savoir que cette forme des dents est calée sur le visage. Et on travaille souvent en étroite association. Là, je parle de Thierry, parce que la bouche, les dents, le nez, mais les pommettes, mais tout ça, c'est un tout indissociable. Et on arrive à dénaturer complètement le sourire, avec en plus ce risque de danger, non seulement d'abîmer les dents. Lorsqu'on lime les dents pour poser des facettes, eh bien, il peut y avoir, dans les années qui suivent, une mortification pulpaire, des infections qui peuvent aboutir... Ça veut dire quoi, ça ? Expliquez-nous. Ça veut dire que le nerf, en fait, de la dent s'infecte. Ça peut aboutir, si on ne le traite pas correctement, à la perte tout simplement des dents. Et ça, c'est une véritable catastrophe sanitaire. Et c'est pour ça que je refais encore l'apologie de l'orthodontie, qui est le moyen le plus naturel, le plus merveilleux pour pouvoir embellir son sourire, réorganiser son sourire, et ceci d'une manière naturelle, en respectant le visage, et quitte à faire un blanchiment après. Mais ce que se font poser les influenceurs ou les influenceuses, ce sont des facettes ou des couronnes ? Alors, pire encore aujourd'hui, parce que les influenceurs se font filmer il y a des jeunes qui se font filmer en direct en train de se faire limer les dents pour poser des couronnes. Alors là, c'est ça qu'on appelle les fameuses dents de requin, parce que formes de dents de requin. C'est une agression ultime, c'est-à-dire que là, les risques sanitaires que j'évoquais, ils sont encore majorés. Voilà. Donc, et pourquoi ? Parce que vous imaginez que pour préparer ces couronnes qui sont encore plus invasives que les facettes, on est obligé de réduire à 360 degrés donc la dent, donc l'abîmer d'une manière irréversible. Ça la chauffe, c'est ça ? Ça chauffe, on mutile les dents. C'est une véritable mutilation. C'est qu'on vous mutile pour avoir des belles dents ? On ne mutile pas des belles dents, des dents que l'on pense belles, mais qui vous dénaturent le visage.
Et comme j'expliquais, il y a vraiment un parfait équilibre entre la forme, la position des dents et le reste du visage. Alors après, effectivement, cette transformation du sourire, ça va être le gonflement des lèvres. Après, pourquoi pas une rhinoplastie? Pourquoi pas un approfondissement du regard avec une opération des paupières? C'est sans fin. C'est-à-dire, on peut imaginer que ces personnes ne ressemblent. Ça peut commencer à partir des dents et évoluer d'une manière, mais avec une dérive complètement. Vous dingue. avez du boulot, mais alors là, pendant 30 ans. Là. Mais je répète qu'il faut savoir dire non et qu'on sait dire non. On dit non à un tiers des patientes, donc au minimum. Donc c'est non, enfin. Ces dégâts ne sont pas toujours réparables. C'est pas parce que j'ai un chirurgien esthétique brillant à côté de moi qui va pouvoir réparer des dégâts qui ont été consommés, mais encore une fois, tout ce qu'on décrit là, que ce soit l'acide hyaluronique, le botox, mais ce sont des choses absolument merveilleuses, des techniques merveilleuses qui sont à partir du moment faites avec discernement, avec tact, mesure et sur des indications. C'est magnifique. On arrive grâce à ça à non seulement retarder le vieillissement, mais on va dire retarder, repousser les limites de la vie. C'est magnifique, c'est merveilleux. Je suis d'accord avec Alain. Et le maître mot de l'esthétique, c'est l'harmonie. Voilà, moi je dis que la différence entre un chirurgien esthétique, un médecin esthétique, un chirurgien dentiste et un artiste, la vraie différence, c'est que nous, on ne signe pas notre œuvre. C'est-à-dire qu'on corrige les défauts, on embellit, mais ça ne doit pas se voir. À partir du moment où ça se voit, franchement, le résultat est raté. Je veux dire, si on vous dit, t'as vraiment des très belles dents, c'est que quelque part, il y a quelque chose d'anormal. Alors, notre collaboration, en fait, elle a commencé il y a 20 ans, quand on devait ensemble soigner des personnes qui étaient publiques, et il fallait absolument que mes interventions conjuguées à celles de Thierry ne soient absolument pas perceptibles par l'œil humain. Et l'intérêt c'est Ségolène Royal, c'est vous? Non. Non. Et on a longtemps. Mais c'est magnifique. Et je pense que c'est ce qui a été fait sur Ségolène Royal. C'est un exemple. Je dis ça parce que c'est un exemple réussi. C'est la plus belle pub qu'on puisse faire pour les dentistes, mais naturelle, parce qu'en fait, elle a eu une chirurgie maxillaire très courageuse, c'est une chirurgie très lourde. Elle a eu ensuite un traitement d'orthodontie, mais ça a été mais je crois que c'est la plus belle opération esthétique au monde au niveau du sourire, parce qu'elle a fondé en grande partie son business plan esthétique son business plan, lapsus, politique sur un business plan esthétique. Mais c'est magnifique ce qu'on lui a fait, c'est merveilleux. Je félicite tous mes confrères qui ont travaillé sur elle. Bien. En tout cas, ce que vous êtes en train de dire, c'est parce que vous parlez vraiment, vous, de désastre sanitaire, il faut dire la vérité, ce qui est en train de se préparer aujourd'hui sur des centaines de milliers d'ados et de jeunes adultes. C'est un véritable désastre sanitaire. Vous n'êtes pas contre ces techniques, mais il faut qu'elles soient employées par des professionnels. C'est ce que vous dites, et voilà, et au bon âge. Il y a des indications, absolument, au bon âge. Et je disais qu'on fait ce qu'on appelle une consultation du sourire, où justement, on essaye d'améliorer les points positifs, de supprimer les points négatifs, mais de faire ça en collaboration. Et cette consultation du sourire, elle est fondamentale. Le sourire, c'est une sorte de reflet de notre âme, et on essaye de permettre aux gens de donner le meilleur d'eux-mêmes, la meilleure image d'eux-mêmes. Il y a beaucoup de parents qui nous écoutent ce matin. Les parents sont pas très audibles sur ce genre de dossier. Quand vous avez une fille ou un garçon qui a décidé de se faire injecter quelque chose, c'est compliqué de lui faire passer l'idée. Je pense que les influenceurs ont pris le pas sur les parents. Et l'ascendant des parents est carrément inexistant. Ils ne peuvent plus lutter. Ils ne peuvent plus lutter. On va revenir encore sur les influenceurs, mais c'est un réel danger. C'est-à-dire que quand vous regardez malheureusement un jeune, c'est addictif. Je veux dire, les réseaux, TikTok, Instagram, c'est addictif. Il a en permanence, il sort son téléphone pour regarder ses applications. Et sur ces applications, ce qu'il regarde essentiellement, c'est ces influenceurs qui font des centaines de milliers de vues, des millions de vues. Et donc cette image s'imprime dans leur tête. C'est beaucoup plus puissant que la parole d'un parent qui est toujours... qui va hésiter à toujours essayer de rappeler des règles de morale ou d'éthique aux enfants. Alors à toutes celles et à tous ceux qui seraient tentés de se limer les dents tout seuls, parce que non mais il y a des vidéos. Mais là encore, il y a des vidéos. Une chose, c'est que ces mutilations existaient dans les traditions africaines, mais c'était autre chose encore. Là, il y avait une symbolique, mais là, ça devient. Je pense qu'on va dire que toutes ces techniques qui sont utilisées prématurément
vont induire un vieillissement prématuré du visage. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Et un désastre sanitaire. Quand je dis prématuré, ça veut dire 30 ans. Hein. On ne parle pas de 50 ans. Une fois que vous aurez tout essayé à 30 ans, qu'est-ce qui va vous rester? Non, mais je pense qu'on va arriver à une bogdanisation des visages. Néologisme, mais bon, je l'assume. Et on peut pas revenir en arrière, c'est ça que... Non. Alors, quand même, sur nos produits injectables, certes, c'est des produits qui sont temporaires. Si on n'a pas eu de catastrophe, si on n'a pas eu une injection malheureuse qui va entraîner une cicatrice définitive, on peut revenir en arrière. Non, mais sur les injections. On n'a pas parlé, mais sur la chirurgie esthétique qui est faite d'une manière excessive, et tu peux rien faire. Complètement. Si on a un ratage, malheureusement, ça devient très compliqué d'améliorer les choses. Même si notre côté réparateur est là aussi pour essayer de réparer les choses. C'est pas possible. Les docteurs Thierry Aboudaram et Hamza Lag étaient nos invités. Aujourd'hui, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Et en attendant, très belle journée santé sur Beurre FM.